et je vais laisser donc Valérie présenter cette conférence. Bien, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes, et ravi de démarrer cette nouvelle année Rochefort Nouveau Monde et ce nouveau cycle de conférences avec Monsieur Jean-Paul Jean. Donc les citoyens et la justice, on voit dans les médias régulièrement des mises en cause de la justice, des étonnements, etc. Présente d'abord les ouvrages qui sont là, mais je vais les récupérer, Monsieur Jean, si vous voulez bien, parce que moi je travaille avec mes mains. Voilà, donc on a ici un certain nombre d'ouvrages qui ont été rédigés par Monsieur Jean. Comme l'a indiqué Jean-Pierre Lecomte à l'instant, Monsieur Jean est aussi très intéressé par l'histoire. Il a commis notamment cet ouvrage, Juger sous Vichy et Juger Vichy. Donc ça, c'est un ouvrage que vous pouvez trouver, qui est un ouvrage collectif, avec une préface de Robert Badinter, que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies, ainsi qu'un autre ouvrage qui est plus sous la forme des que sais-je, mais c'est la collection Repères, qui s'appelle Le système pénal, et qui est un ouvrage didactique qui permet de bien comprendre en fait les tenants et les aboutissants du fonctionnement de notre justice. Et force est de constater que parfois on se rend compte qu'on ne le connaît pas si bien que ça, bien que nous soyons tous et toutes citoyens et citoyennes. On aura probablement l'occasion de revenir sur ces sujets durant la conférence. Les citoyens et la justice. Donc ce titre, on l'a choisi parce que, effectivement, comme je le disais, on se pose des questions sur la manière dont on fonctionne en France en termes de justice. Si on peut passer à la diapo suivante. Non, le petit texte, on l'a plus. Oh, c'est la rentrée, c'est la rentrée, il faut nous excuser. Voilà, merci. Alors ce que vous voyez ici projeté à l'écran, c'est un extrait d'un article de Sud-Ouest, c'est ça, c'est bien Sud-Ouest, avec un gros titre bien accrocheur. C'est un constat d'échec de la justice, une 34e condamnation pour un passager clandestin. Donc, grosso modo, ce qu'on vous dit dans cet article-là, c'est qu'il y a un monsieur qui s'est très mal comporté avec un contrôleur SNCF, et que ce qui est terrible, c'est qu'il a été condamné plein de fois pour plein de délits, violence, usage de stupéfiants, exhibition sexuelle. Il a quand même un pédigré assez large, ce monsieur. Mais la manière dont on présente les choses, alors déjà, on ne sait pas trop pourquoi, mais on nous parle du jour de l'Aïd. Bon, il était un peu énervé le jour de l'Aïd. Bon, pourquoi? Bon, déjà, une petite orientation un peu bizarre. Et puis, on met en cause, effectivement, le fonctionnement de la justice en disant « mais c'est pas possible, il refait encore une bêtise, ça fait déjà 34 fois qu'il a été jugé, il se passe quoi ?» Et le procureur, à la fin, dit « voilà, effectivement, c'est une sorte de constat d'échec. » Alors, le constat d'échec, est-ce que c'est la justice qu'il faut condamner? La justice a été saisie à chaque fois. La justice, à chaque fois, a prononcé des peines. Donc, est-ce que c'est la justice en tant que telle qu'il faut véritablement questionner, ou est-ce que c'est pas plutôt ce qui se passe une fois que les peines ont été purgées pour permettre à ces personnes ou empêcher ces personnes de récidiver? Donc, il y a un questionnement global sur les politiques de réinsertion, etc., qui ne sont pas forcément celles que nous allons aborder aujourd'hui. Mais l'idée, voilà, c'était de démarrer par un petit truc un peu piquant, pour se mettre en ordre de marche lors de cette conférence en ce samedi 14 septembre. Et donc, petite question provocante à Monsieur Jean-Paul Jean. À quoi ça sert la justice? Vous avez 5 minutes. Merci du cadeau, en tout cas, voilà. En tout cas, merci d'être venu un samedi après-midi ensoleillé à Rochefort pour discuter. Ça veut dire effectivement, vous avez raison, la justice intéresse. Et
des faits divers comme ça, je peux en prendre tous les jours quasiment. Dans les faits, la police arrête, la justice relâche, pourquoi n'est pas incarcérée telle personne, qu'a fait la justice, etc. Qu'est-ce qu'il fallait faire sur cette personne qui est pour la 34e fois? Moi, je vous pose la question, si c'est vous qui étiez juge, voilà, cette personne comparaît devant vous, devant le procureur, qu'est-ce que vous faites? Parce que souvent, les gens, effectivement, dénoncent, critiquent, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la société, c'est qu'est-ce qu'on fait. Ouais, je suis assez constructif, je suis comme vous, c'est pas un nouveau monde, c'est le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors ça, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, ça m'intéresserait de dire, est-ce qu'il y en a, on verra dans la discussion, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont été jurés de cour d'assises? Ah voilà, il y a au moins un exemple. Donc je pourrais vous en parler et ça sera intéressant quand on est juré de cour d'assises, là on est en position de juger. Et quelqu'un qui peut dire ah quand je vois ça, allez, perpétuité, pourquoi pas la peine de mort, etc. Et quand les gens sont en situation de juger, c'est assez différent. C'est assez différent. On peut enlever les et donc, ce qui intéresse, si j'étais juge, parce que c'est souvent ça, on se met à la place. Hein, les politiques, c'est pareil. Je vais régler le problème. Oui, on va mettre de l'argent là. Oui, mais vous le prélevez où? Voilà, c'est toujours la même question qui est posée. Donc, la justice, la question, j'ai été juge de base. J'ai commencé comme juge d'instruction à Poitiers, vous voyez, dans la cour d'appel d'ici. Donc, j'ai eu ces cas très simple de ces multirécidivistes, de petites infractions qui sont là, et vous envoyez à Rochefort ou La Rochelle, ces gamins, ces jeunes qui sont dans la rue avec un chien ou pas un chien, et qui sont là et qui vont commettre un petit vol, et qui sont là, qui sont passés X fois en justice, ou qui vont voyager, comme vous l'expliquez, dans le train, et qui vont être certains sous consommation de produits en plus, avec assez déjantés sur le plan psychiatrique, parce qu'ils sont extrêmement perturbés. Donc c'est un échec de la justice ou un échec de la société? Et qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est une vraie question. Donc j'ai presque envie de la renvoyer à tout le monde, mais je vais la traiter. Je vais essayer de la traiter en voyant tout ce qui se pose dans la société française sur les réponses, la façon de poser les questions, émotion ou pas, émotion, à partir de quels arguments, ça va être un des sujets, et puis les réponses de court terme et de long terme. Cette personne, ça fait 34 fois, ou tel autre, son casier judiciaire, il a déjà 10 infractions routières, etc. Et il a son permis de conduire. Ah bon? Donc l'information qui nous est donnée sur un autre fait divers dont vous avez entendu parler, 10 infractions routières et qu'il était encore titulaire de son permis de conduire, ça veut dire c'est quelles infractions routières? Parce que pour toute personne qui connaît son permis de conduire, etc., il y a des annulations automatiques par le juge. Il est obligé de prononcer. Donc si ce sont des infractions un peu graves, eh bien la personne n'a plus de permis. Donc vous voyez, on peut avoir dans les informations qui viennent des informations contradictoires avec l'état du droit, par exemple. Donc ça, c'est... Voilà. Deuxième question, et c'est par rapport à... Est-ce qu'il fallait l'incarcérer? Est-ce qu'il faut incarcérer les personnes? On peut peut-être prendre la diapositive sur les prisons, les diapositives. Je vais vous montrer juste un graphique. De temps en temps, je vais essayer d'illustrer pour voir est-ce que la prison est la solution. Parce qu'en gros, c'est enfermer tous. C'est les diapos... Non, c'est l'autre... c'est l'autre... Ça, c'est le nombre de personnes en prison, vous voyez, et j'aime la perspective longue, donc ça c'est sur 20 ans. Le nombre de personnes incarcérées en France sur 20 ans, la progression. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est en train de battre on a battu le record du nombre de détenus en France, 78 000 détenus, et donc c'est par rapport au nombre d'habitants, on a battu les records. Donc, si vous regardez juste la diapositive d'après, voilà. Vous voyez qu'il y a un creux. Le creux, c'est le Covid, c'est les années 2000-2021.
bracelet électronique. Vous voyez, on n'est pas une dictature encore. Mais en Chine, c'était quasiment ça. En Chine, c'était la peine d'assignation à résidence avec bracelet électronique, puisque toutes les personnes étaient suivies, etc. Vous voyez, les cas de liberté particuliers de la Chine. Parce que certains ont pu. Vous voyez que malgré ça, malgré toutes les alternatives, le nombre de détenus arrive toujours à progresser. Et le problème par rapport à d'autres pays, je prends des pays comme le Canada, les Pays-Bas, c'est qu'on n'arrive pas à faire de la prison mercantile. C'est-à-dire pour au moins
pendant les minutes qui vont suivre, une bonne dizaine de minutes, facile, c'est de revenir sur ces grands principes. Alors, un premier principe, l'égalité de tous et de toutes devant la loi. Concrètement, Monsieur Jean, comment garantir cet accès à tous? Et parfois, on se dit non, c'est pas vrai. Il y en a qui sont plus égaux que d'autres, comme dirait Coluche. Ah oui, depuis toujours, selon vous aurez qui sont misérables, etc. Et puis, si je cite Karl Marx, entre les droits formels et les droits réels, on affirme effectivement dans les déclarations des droits de l'homme l'égalité des citoyens dans la loi, c'est un principe dans la déclaration des droits de l'homme. Et dans tous les principes, l'égalité là. Le problème, c'est l'égalité en pratique. L'égalité formelle et là, c'est l'égalité des droits. Alors sur la place du juge, oui, le juge, à sa place, il est chargé de faire respecter l'égalité entre les parties, l'égalité entre les citoyens. Le problème après, c'est ceux qui connaissent la loi, ceux qui la connaissent pas, ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens. Effectivement, alors on peut prendre des exemples. Moi, je crois vous parlez de la justice, moi je parlerai de la justice. Parce que ce dont on parle, si on parle de la justice civile, de la justice pénale, du droit du travail, on va être sur des situations. Je prends chaque fois de vous donner des exemples concrets. Vous avez un problème de droit du travail. Voilà. Vous avez quelqu'un qui est licencié, qui estime abusivement. Il va faire une tentative de conciliation dans le prud'homme, il va peut-être gagner dans le prud'homme, et puis vous partez à faire appel. Comme c'est quelqu'un qui gagnait 2 000 euros par mois ou 3 000 euros par mois, 2 000 euros par mois, il n'a pas le droit d'être juridictionnel. Donc, il y a un appel. Il appelle à la cour d'appel de Poitiers, je ne sais plus, mais dans certaines cours d'appel, aujourd'hui, on audience des affaires en 2027. Il n'y a pas d'appel. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez gagné 6 000 euros, 6 000 euros d'indemnité, etc. Il n'y a pas l'exécution provisoire. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il faut retrouver le travail, vous avez gagné le prud'homme. Il y a un certain moment, peut-être que l'avocat propose de l'employeur de dire non, il faut aller faire une transaction, peut-être renoncer à votre appel, et puis on va voir, etc. Il y a 3 000, et puis comme ça, c'est terminé cette affaire, on peut toujours transiger. Voilà. Est-ce qu'il y a celui qui a la gestion du temps? Celui qui a le temps d'attendre, le temps qui a le temps. L'égalité, c'est l'égalité d'un. Penser à ça, mais un ancien bailleur, quelqu'un qui va dénoncer un scandale, comme c'est arrivé par exemple, ce qu'on appelle les banques UBS, etc., les journalistes de Robert ou d'autres qui avaient dénoncé les scandales sur le blanchiment, etc. Eh bien, systématiquement, c'est donc qu'on fait des procès en diffamation dans tous les pays, etc. C'est-à-dire que lui, il a dû aller en défense, passer un temps considérable, de l'argent de façon considérable, et même s'il gagnait ses procès, il fallait qu'il avance l'argent, et en plus il n'était pas sûr de les gagner, parce qu'il affirmait des choses, des affirmations, ils vont prouver que vous êtes de bonne foi, etc. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un problème considérable. Et le juge essaie de faire rester l'égalité. Alors, ça c'est un principe, quand vous êtes un procès, si je suis juge civil, vous avez un procès, je ne sais pas, vous avez un procès avec une compagnie d'assurance, parce que avec j'ai connu récemment, la maison a bougé parce qu'elle était construite sur de l'argile, il y a des fissures, votre assurance ne peut pas prendre en charge, et il n'y a pas la garantie décennale qui marche, etc. Vous avez besoin de faire un procès avec une expertise, etc. Donc, si jamais votre assurance ne marche pas et que vous devez avancer les frais d'expertise et autres, alors que les autres compagnies vont faire des expertises, des financer, plus les cabinets d'avocats. Donc le top va être considérable. Vous voyez, vous avez des différences. Et puis en matière financière, les juges d'instruction, un juge d'instruction qui a une affaire va essayer de faire une enquête objective. Mais dans certaines affaires financières, j'ai connu ça, mais
l'égalité, je termine là-dessus, qui est fondamentale, c'est celle qui est prononcée, qui est garantie par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. N'importe quel juge pénal doit respecter l'équilibre entre l'accusation et la défense. Donc ça, c'est un principe, et on va voir peut-être les droits de la défense ou d'autres éléments. Donc là, on a bien compris que l'égalité, bon, elle est de fait, mais elle n'est pas dans les faits toujours là. On a parlé du temps, on a parlé d'un certain nombre de choses. Deuxième principe, l'accès à la justice pour tous, c'est-à-dire la gratuité. Or, pour nombre de citoyens et citoyennes que nous sommes tous et toutes, parfois on se dit bon, il y a une justice à double vitesse, c'est pas si vrai que ça. Monsieur Jean, on vous écoute. Alors, voilà. Je vais vous. Là, c'est peut-être difficile, mais je vais essayer de vous donner. Effectivement, c'est l'accès à la justice et la gratuité. En France, je vais vous choquer, puis après, je vais essayer de vous pondérer ça. En France, la justice est gratuite. Et depuis 1977, c'est affirmé. La justice, voici. Et on est le seul pays des 47 pays du Conseil de l'Europe où la justice est entièrement gratuite. C'est-à-dire que vous ne payez pas de taxes, d'impôts, à droit de timbre ou d'enregistrement pour payer la justice. Voilà. Parce que ça a été dit en 2011, et on peut pas supprimer cette taxation qui était là, ce timbre, il y a un timbre de 35 € qui était fait. Mais évidemment, il faut que vous payiez les frais d'avocat, les expertises, les actes d'huissier, etc. Donc vous payez des actes. La justice elle-même, l'institution, le salaire des magistrats, des greffiers, etc. Rien. Et on est le seul pays en Europe. Alors après, je vous parlais de la justice, évidemment, pour tous ceux qui sont là. Mais pourquoi je dis ça? Parce que moi j'étais partisan de cette taxe. À condition que toutes les personnes qui étaient juridictionnelles, on soit dispensées. Voilà, ensuite on peut revenu, on en soit dispensé. Pourquoi? Parce que si la famille Bettencourt, si, je ne sais pas, j'ai eu une affaire avec la cassation, c'était le divorce de la Diacon, qui a mobilisé la justice pendant X temps en recours de cassation, etc. En gros, il y avait des avocats, des expertises, mais la justice elle-même, elle va toucher un son. Les juges ont passé des semaines à rédiger, etc. Est-ce que c'est normal? Alors c'est un peu comme la publique, si vous voulez, qui est à la sécurité sociale, c'est pas comme le privé. Lorsqu'ils vont dans la justice privée, quand ils font de l'arbitrage, ils payent des sommes extrêmement importantes, mais la justice en tant que service public, c'est gratuit. Je parle de la justice civile. Or, moi, je suis opéré, peut-être au-dessus de 2-3 000 € par mois, je ne sais pas, peut-être en dessous, que les gens soient totalement gratuits. Mais au-dessus, moi je ne trouve pas normal. Vous voyez, je vais peut-être vous étonner, mais que les gens qui ont beaucoup qui m'ont donné l'argent d'avocats, d'expertise, etc., considérable, ne donnent pas ainsi la justice. Alors que dans tous les pays d'Europe, il y a un droit de timbre, il y a un droit fixe. Pour accéder au service public de
Et l'avantage, si vous avez des juridictionnels, c'est que ça paye aussi des expertises, des actes judiciaires, etc. Et d'autres. Donc, voilà. Et en France, si je fais une comparaison européenne, je viens quand même de voir comment la France se situe, parce que je fais le groupe des experts depuis 15 ans sur les comparaisons des pays. La caractéristique de la France, c'est qu'on est parmi les pays qui ont le plus de personnes bénéficiant des juridictionnels, mais avec une rémunération d'avocat assez faible. Et on donne beaucoup d'argent, globalement, mais pour beaucoup d'avocats, ce sont des sommes assez faibles. Alors que par exemple au Royaume-Uni, on paye sur beaucoup moins d'affaires, mais l'avocat il a son tarif réel. Vous voyez, c'est tout à fait au Royaume-Uni, on donne beaucoup d'argent. Les Pays-Bas donnent plus d'argent que de la fois. Des sommes importantes, il y a plus de personnes. Et puis vous avez un autre sujet, c'est la protection des personnes, et qui est une aide, ça vous travaillez là-dessus, sur l'aide à la médiation, à la transaction, etc., qui n'est pas assez utilisée. On peut bénéficier d'aide judiciaire en aide à la médiation. Ça, c'était vraiment une nouveauté intéressante avec des revenus. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un sujet important, et vous avez aussi des aides de 400 000 personnes qui bénéficient maintenant. Ça a été étendu au droit disciplinaire. Par exemple, les détenus qui sont mis en isolement, par exemple, on droit au recours d'un avocat pour lesquels ils ont touché une certaine somme. Vous avez aussi les demandeurs d'asile, les étrangers qui peuvent, heureusement, être défendus pour leur droit. Je voudrais peut-être dire un mot, parce que vous avez le droit, sur les victimes, parce que sur l'aide aux justiciables, on est le pays dans le droit, qui est le plus avancé, c'est la victime pourquoi. Voilà, la victime d'infraction, qui est la plus avancée en matière de droit des victimes en droit. Et ça, c'est pas nouveau, c'est Robert Badinter qui l'avait lancé, c'est pour ça que même si c'est l'Inter avant, après on vérifie les choses. Donc on a deux choses. On a une politique en faveur des victimes, des associations de victimes, vous allez en avoir une, il y en a ici sans doute, en tout cas dans des départements, j'en suis sûr, d'aide aux victimes. C'est ce que j'ai conseillé quand il y a eu les enfants qui sont fait renverser par une bombe en voiture. Là, c'est le procureur de la recherche qui a très bien réagi en faisant venir des familles de victimes, etc. Mais il y a aussi l'association des victimes avec une aide psychologique, etc. Et puis, il y a des indemnisations de victimes, pour certaines victimes de violence, de terrorisme, etc. Avec des indemnisations qui sont données dans un système très très important. Et justement, je veux dire que là, la justice marche bien, pardonnez-moi, mais je termine par ce point. Et quand on avait des avis de satisfaction sur les justices qui marchent et qui ne marchent pas, quand est-ce que ça marche mieux? Franchement, le procès du Bataclan des terrasses, le procès des attentats de 2015, géré pendant le Covid, tous les accusés, et ce procès est une réussite. Ça a été, dans toute la presse, avec toutes les élections, il y avait dans le procès du Bataclan 2364 victimes qu'il fallait gérer. C'est-à-dire qu'il faut gérer à l'audience, vous pouvez être présenté, il faut faire un jugement à chaque fois, avec un taux d'indemnisation. Pourquoi? Dans le procès de la campagne Nice, 2542 victimes se sont constituées, 2300 ont été reconnues, parce qu'il y a des gens qui est victime sur la bord des Anglais. À quelle distance? De quoi est victime? Il y a des victimes directes, effectivement, qui ont été renversées, et puis beaucoup de gens qui ont essayé, quelques-uns qui ont été touchés. Le procès du Ligator, 7600 participants, 7600. Donc, si sur la justice, que je suis très fier du travail qui est fait depuis des années, par les juges, par le ministère de la Justice, par le ministère du Budget là-dessus, et les associations qui sont en place, parce que l'aide psychologique aux victimes, le procès du Bataclan, l'association pareille aux victimes, a accompagné chacune des victimes, avec des entretiens psychologiques, venir à l'audience, une affaire de politique, etc. Donc, je n'ai pas terminé sur l'accès à la justice et le principe de gratuité, sans parler des victimes, et travail, je préfère parler des auteurs qui n'est pas une victime, évidemment. Parce que, attention, si elle est victime, on est, je ne sais pas si les gens se comprennent, on est en Europe, je pense, et je vérifie, le système qui a à la fois l'indemnisation des victimes, et même les victimes des lois judiciaires, avec la taux d'indemnisation, c'est ce qui arrive, évidemment, le pays est sans doute le plus avancé d'Europe, même si
bien de dire aussi quand les choses fonctionnent, et fonctionnent bien, qui n'est pas trop notre état d'esprit français en général, on est bien allé. Donc du coup, troisième principe, la neutralité des juges, leur impartialité et leur indépendance. Très souvent, on va remettre en cause, on a eu droit c'est déjà un petit moment, à la république des juges, les juges et éventuellement leur compromission avec les politiques, etc. Bon, à nouveau, Monsieur Jean, vous pouvez nous dire quelques éléments? Vous voulez 1 heure ou 2 heures? Non, alors en fait, effectivement, évidemment, c'est des aussi, ça pourrait être un objet éventuellement d'un prolongement dans la discussion. Dans la discussion, voilà, je peux leur donner peut-être juste quelques jalons dans la discussion après, parce que je peux leur mettre en perspective historique, parce que parler d'indépendance des juges, je vais en parler en 2024, ça n'a aucun sens, on ne comprend pas ce qui s'est passé un peu avant, sous le gaullisme, et après ce qui s'est passé, ce que j'ai appelé dans une des grandes glorieuses de la justice, c'est l'émancipation des juges, dans les affaires financières des années 80-90. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien sur le remboursement. Ça, je viens de vous en parler, mais on a un peu de temps dans une discussion. Ce que je vous parlais, c'est vrai, parce que vous avez dit que vous souhaitez parler des principes, indépendance, impartialité. Qu'est-ce qu'il y a dans les textes? Le principe fondamental. Dans le serment des juges, vous pouvez regarder l'indépendance, l'impartialité, l'humanité, il y a des préécrits. Le serment des juges a été rajouté. Avant le serment des juges, celui que j'ai prêté quand j'étais juge, religieusement, je jure religieusement, mais au sens où ça a été enlevé après d'être le principe de loyauté et de respecter le secret des délibérés. Et maintenant, ça a été ceux qui ont prêté serment là, il y a quelques jours, je ne sais pas si c'était à La Rochelle, il y a eu tous les nouveaux magistrats qui sont de l'École nationale de la magistrature ont prêté serment d'indépendance, d'impartialité, d'humanité. En plus de respecter le secret des délibérations, qui est quelque chose d'absolument fondamental. Alors, le juge, aussi dans la Constitution, et tout jugement, si les jugements que vous recevez, ils sont rendus avec une formule au nom du peuple français. Donc, il peut y avoir un problème de légitimité avec le politique, puisque quand vous avez parlé, vous venez d'utiliser le mot, on dénonce la République des juges, etc. Ça veut dire, pour revenir au principe d'égalité, on avait parlé tout à l'heure, que tout le monde doit répondre de ses actes devant la justice, même les politiques. Et effectivement, le problème, c'est qui décide à un moment. Donc il faut assumer cet acte. On va parler de l'affaire de l'ouverture par la partie nationale financier d'une information pendant la campagne présidentielle contre François Fillon. Et je ne veux pas en discuter comme ça en revenir. Je viens remettre ça. C'est le débat de la Cour de justice sur le sang contaminé. Qui décide des politiques publiques? Aujourd'hui, les enquêtes sur le Covid, moi j'ai écrit un moment sur Internet là-dessus, pour lesquels j'étais très réservé, en disant, dans une incertitude de santé, c'est aux politiques d'assumer ce qu'ils font à partir des connaissances. Le seul objet, c'est d'être transparent sur les décisions, pour comprendre les décisions. Parce que toute décision de santé publique, je sais, c'est un équilibre entre le risque et les bénéfices, bénéfices-risques. Donc vous faites un calcul statistique de bénéfices pour l'ensemble de la population avec des risques pour un certain nombre de personnes qui sont vulnérables à ça. Pour le Covid, c'est la même chose. Donc c'est une évaluation que vous décidez, bien que les politiques décident vraiment, ils sont légitimes à le faire. Les infractions pénales, c'est autre chose. S'il y a un détournement d'argent commis par un politique ou qui détourne l'argent d'un financement public pour une utilisation privée, vous avez des exemples récents qui sont sortis sous le tant mieux, c'est au juge d'instruire et de juger. Il y a ce qui est commis dans le cadre des actes, de gouvernement, et dans le cadre privé, c'est autre chose. Si un député frappe sa femme, il ne dit pas de tribunal correctionnel, il va faire en délit, ou là, c'est pas lié à son mandat, c'est lié non
fonctionnaire, même si le magistrat n'est pas un fonctionnaire, tout juge doit faire une déclaration d'intérêt sur ce qu'il possède, ses liens, les liens qu'il peut avoir. Et donc ça, c'est pour les présidents de la Cour de cassation, de la Cour d'appel, on fait une déclaration. Et puis, vous avez toujours la possibilité, c'est le principe d'impartialité, même depuis 2013, le procureur doit être impartial, c'est écrit dans la loi, dans les poursuites, pour respecter les vérités, c'est pas en fonction de ce qu'il pense, c'est en fonction de la loi, il applique la loi. Et si le juge a un doute sur son impartialité, il doit se récuser. Et toutes les parties peuvent récuser un juge. Si vous avez raison de dire à ce juge, il connaît compte telle personne jugée, je fais une demande de récusation, toujours on peut récuser son juge. Après, le juge apprécie. Et il faut qu'il y ait des éléments précis, hein, évidemment. Donc, et après, c'est un arbitrage, c'est sur le tribunal, la cour d'appel, etc. Donc, il y a le principe de ce qu'on appelle le déport. Le juge peut toujours se déporter s'il y a un doute. Parce qu'il y a un principe de la Cour européenne des droits de l'homme, justice ad monomie tubiton et sim tubiton. La justice ne doit pas seulement être rendue, elle donne aussi l'impression, le sentiment d'être rendue. C'est le sentiment de justice. Et pour avoir un sentiment de justice, il faut que le sentiment que ce juge avait pas la priorité, que le juge était impartial, etc. C'est pour ça qu'on est mort. C'est pour ça qu'on est Europe, etc. Quand vous dites, même la partialité peut aller très loin. Au fait que l'État ou non, vous avez une interprétation du juge, je sais, qui était là. Il voulait tellement être objectif quand qu'il est représenté. Il y avait, comme ici, la salle d'audience, etc. Et nous, était de travers. Ne regardez pas les parties. C'est pour ça aussi que pour juger, vous avez encore des allégories des juges, vous avez un Bordeaux, la justice avec un Bordeaux, c'est pas la justice est aveugle, contrairement au classique, non, c'est que la justice doit être totalement impartiale, c'est pas simplement l'émotion, si la personne lui plaît parce qu'elle est jolie ou pas, ou sentiment, c'est simplement que c'est le principe d'impartialité qui est représenté avec les Bordeaux. Vous voyez, même donc on écoute, on pèse les arguments, mais on ne juge pas sur l'émotion, sur l'impression, etc. Ça, je pense que ça serait bien que ce principe s'applique aussi à cette différence dont je parle. Merci. Je vois que le soleil tape certains ou certaines, qu'il y a les lunettes de soleil qui sont de sortie. Est-ce que tout va bien? Oui. Alors, on a fait combien de principes là? Bien. Donc, il nous en reste encore deux. Quatrième principe, le principe du contradictoire, qui est un principe fondamental dans notre démocratie, et en particulier en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, monsieur Jean, ce que c'est que le principe? Alors, le principe du contradictoire. Quand j'entends certains arguments, j'entends des arguments contradictoires. La personne dit tout et son contraire. Et bien là, justement, c'est pas ça. Le principe, c'est le principe du débat contradictoire. Qu'est-ce que c'est un débat contradictoire? Ça devrait être inhérent à tout débat. C'est un principe de contradiction, de la controverse, de la logique, de la controverse. On écoute les arguments de l'un et de l'autre. Et donc que tout le monde puisse faire valoir ses arguments dans un débat. Et qu'après, je décide. C'est ça le principe du contradictoire. Et donc c'est le principe aussi, et les avocats doivent respecter le principe du contradictoire. C'est pour ça que les avocats aussi, quand vous avez un procès civil, doivent échanger leurs conclusions. C'est au dernier moment, on donne un argument parce que c'est lié au principe de loyauté du débat. De loyauté du débat. Il faut que votre adversaire, votre contradicteur, ait pu lire vos arguments pour pouvoir les répondre. Jusqu'au dernier moment, on échange. Voilà, donc il y a toujours un débat. Donc la justice demande du temps.
pendant le débat, donner un argument totalement différent qui n'a pas été débattu. Tout ce qui est débattu dans les plaidoiries politiques doit être débattu à l'audience. Donc si le juge voit qu'il y a un argument de dernière minute qui tombe, qui le convainc, c'est un procédé déloyal, et le procureur, le président va redonner la parole parce que le débat n'a pas été contradictoire. Vous voyez, c'était une technique, disait les avocats qui obtenaient des acquittements de dernier moment, au Collège d'après la République, etc. Un président d'assises ne permet pas que des procédés comme ça se passent. Donc, le contradictoire, avec cet ordre que l'avocat a parfaitement donné, d'accord, et de toute façon, la défense a toujours la parole dernière, c'est aussi un bien. Et je pense que ce principe de débat, c'est la seule façon d'avoir des argumentations. Et moi, j'aimerais bien que ça irrigue la société. J'aimerais bien que ça irrigue la société. Par exemple, l'aide sociale à l'enfance. Quand c'est le département de l'administration, les familles qui sont en difficulté, vous savez que vous avez deux niveaux dans l'aide sociale à l'enfance. Les gens qui élèvent leurs enfants, je l'avais dit, sous tutelle, contrôlés, je ne sais pas s'il y a des gens en tutelle ou pas. On saisit le juge quand vraiment l'enfant est en danger. Et avant, en danger, c'est l'administration. Eh bien, jusqu'aux années 80, l'administration décidait tout seul. Et il y a une loi sur l'aide sociale à l'enfance qui a mis le principe contradictoire, c'est-à-dire que les familles n'ont pas accès à toutes les informations, mais on doit leur notifier les décisions, etc. Il y a toujours un recours qui peut être fait devant le juge, c'est fondamental. Et puis, j'ajoute sur un autre sujet qui est lié à celui-là, le contradictoire, pour moi, permet la motivation des décisions. Ça, c'est un principe à aborder, mais ça, c'est fondamental. Que les décisions soient motivées. Pourquoi? J'ai pris avec les cours de la francophonie, j'ai pris un titre qui aurait pu être, de la conférence en tout cas, c'est une expression de collègues belges que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que la justice? C'est dire le droit et être compris. Dire le droit et être compris. Oui, ça c'est l'aboutissement du débat contradictoire. La personne perd son procès peut-être, mais elle va comprendre très clairement pourquoi. Et on lui explique après par un recours. Et ça, c'est fondamental de comprendre. Vous avez des décisions plus motivées parce que les gens n'ont pas le temps, etc. Après, ou pas suffisamment motivées. Et justement, alors 2012 après, même les décisions de cour d'assises rendues par les jurés n'étaient pas motivées. Elles l'ont été à partir de 2012. Les décisions sont motivées. Comme en Angleterre, tout de suite, on explique oralement la décision, pourquoi on a condamné monsieur, des hommes, pourquoi on vous condamne, pourquoi on ne croit pas, pourquoi voilà les preuves qui ont été apportées. Ça, c'est fondamental. C'est absolument fondamental. Et puis, motiver tout simplement, j'ai eu la chance de conduire la réforme de la Cour de cassation en 2017 sur la motivation des décisions de la Cour de cassation et la réforme. Donc, tous ceux qui font du droit ici dans cette salle savent que depuis cette date, maintenant, il n'y a plus les attendus. On écrit en style direct, et même la Cour de cassation doit comprendre un arrêt de Cour de cassation. Bien sûr, c'est une réforme qui est plus importante depuis le siècle. Et je
Et notre dernier et cinquième principe, vous avez une idée? La présomption d'innocence, bien sûr. Votre honneur en plaisantant. Oui. Très souvent, nous avons dans notre société une grande américanisation. Oui, c'est souvent un défi, votre honneur, et vous avez une proposition de la justice où les gens mettent le marteau, parce qu'il n'y a jamais eu de marteau en France, sauf pour les enchères qui étaient faites. Mais c'est la justice américaine, on regarde même sur les sites de la justice, vous pouvez de temps en temps un marteau. Et donc, effectivement, ce sont les séries américaines qui font, c'est extraordinaire, il n'y a pas de problème, mais qui font, c'est pour ça, l'interrogatoire contradictoire des accusés, ce débat sur la justice américaine. Et je trouve très bien que la pédagogie, et vous pouvez pas montrer que la justice pénale, la justice civile aussi, la justice des prud'hommes, la justice commerciale, c'est intéressant, la justice des commerçants. Et puisque vous avez parlé des États-Unis sur la présomption d'innocence, j'ai une diapositive que je vous montrerai tout à l'heure, on va pas, un autre point. C'est un homme que vous connaissez qui s'appelle DSK, Dominique Strauss-Kahn. Est-ce que vous vous souvenez de cette photographie? Vous le voyez à New York, c'est ce qu'on appelle la perte rouge. La présomption d'innocence aux États-Unis, c'est bien un suspect en garde à vue, il sort de la police, il sort du commissariat, c'est le dernier, je pense. Non, c'était la rue, c'est pas ce que vous avez là. Voilà, c'est celle-là, voilà, vous avez à la fin, c'est là. À la fin, c'est là. Voilà. Vous vous souvenez de cette photo? Alors, j'ai eu l'honneur d'être membre du cabinet des Vivants en 1998. Dans la loi, ça s'appelle présomption d'innocence, qu'un chien de vie. Et dans la présomption d'innocence, il est puni une peine d'emprisonnement le fait de reproduire une photographie d'une personne menotée. Parce que là, est-ce que c'est pas une atteinte à la présomption d'innocence? Je sais. Strauss-Kahn, rien ni contre ni pour M. Strauss-Kahn. Simplement, quelqu'un qui est comme ça, il est mort. Enfin, c'est terminé. Et en fait, c'est une tradition. Les belles affaires, plus, garde de photos sur la bureau, les policiers qui sont là, pour être les grands policiers qui sont là, les chefs, c'est pas eux qui sont en photo là, c'est tous les télévisions du monde et leur famille, par contre, c'est pas tout le monde, évidemment. Et donc, voilà ce que c'est, les mains en dos, voilà. L'antinomie, la révolution d'innocence, mais cette image, vous l'avez tous vu, tous. Je me souviens, j'étais dans des étrangers, avec des collègues étrangers. Et je discutais avec une conférence, et j'étais avec un collègue italien. Je découvre ça à la chaîne d'hôtel, et j'ai discuté avec eux. Et ils disent, oh, mais je ne sais pas, nous, on a bien chose. C'était vraiment. Je me souviens encore de cet échange. Et donc, ça veut dire que toutes les chaînes de télévision françaises et tous les journaux ont commis un délit ce jour-là, puisqu'ils ont reproduit en France, sur le territoire français où la loi française s'applique, cette photographie qui montre un homme menotté. Ils ne pouvaient pas ne pas la faire. Et donc, la haute autorité a fait un message, etc. Il y a toute une note sur l'atteinte à la présomption d'innocence, etc. Il n'y a pas eu de suite, mais en tout cas, voilà la présentation. J'ai voulu prendre cet exemple pour vous montrer comment c'est ça. Je trouve qu'il y a des progrès. Vous voyez dans les discussions locales, les comptes rendus d'audience correctionnelle, etc. Certains journalistes locaux ne veulent pas nommer les gens, ou quand les gens sont arrêtés. Autrefois, quand même, les journalistes locaux passent au commissariat, on leur donne des choses, au parquet le soir, ils mettent les noms des personnes, etc. Avant même qu'ils soient jugés. Après, l'audience est publique. Est-ce qu'on veut... Et pourquoi il y a les noms de certaines personnes et pas les noms d'autres personnes? Moi, quand j'étais jeune instruction à Poitiers, effectivement, j'ai eu un jour un truc où il y avait des noms des affaires de drogue que je gérais, et il n'y avait pas le nom d'une personne, c'était le fils du commissaire. Évidemment. Mais les autres, non, il y avait les noms de principaux, etc. Il n'y avait pas de problème.
C'est juste. Depuis l'affaire a été jugée. Depuis l'affaire a été jugée. L'affaire a été jugée. Voilà, présomption d'innocence, point d'interrogation. Je ne pense pas. Quand on poursuit, et puis on verra. Voilà. En tout cas, c'est un principe qui est rappelé, où je vais le précise, le doute de profiter à l'accusé, c'est rappelé à tout le monde, etc. Donc c'est un principe fondamental qui est souvent respecté, qui ne l'est pas toujours. Ça irait très très loin. Le sens pour des faits qui sont parfois évidents. Mais en tout cas, sachez qu'il y a un principe et ça guide après la décision elle-même sur le doute de profiter avec le Alors ces 5 principes, il n'y en a pas de 6e, ces 5 principes permettent effectivement de bien comprendre comment la justice dans notre pays fonctionne, avec aussi, c'est intéressant, c'était des comparaisons avec certains de nos pays européens voisins et amis. Une dernière question pour laisser un peu de place ensuite aux échanges et au débat. Cette dernière question, qui notamment a été remontée dans les États généraux de la justice, qui sont tenus il y a quelques années, et qui est vécue par un certain nombre de citoyens, que vous avez d'ailleurs cité tout à l'heure, M. Jean, c'est la lenteur de la justice, qui apparaît souvent comme un dysfonctionnement majeur, en disant on met énormément de temps aujourd'hui à juger un certain nombre d'affaires, et puis on a très souvent des informations qui disent oui, mais il n'y a pas assez de greffiers, oui, mais les dossiers s'empilent, il n'y a pas assez de moyens, pas assez de personnel, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, parce que ces situations sont probablement pas les mêmes, selon les formes de justice que vous avez citées tout à l'heure, et puis on avait parlé de certains exemples célèbres, notamment à Mutualité, etc. Oui, effectivement, c'est ce que vous avez dit est important parce qu'il y a des formes de justice. La justice sait traiter l'urgence. Comme l'hôpital, c'est la même chose. Et très peu. Et puis, essaie de pas gérer des affaires complexes, des affaires difficiles, sauf ça peut de faire énorme comme le terrorisme, etc. Alors, il faut distinguer les formes de justice. D'hommes, et les réalités assez différentes en matière civile, en matière pénale. Je dis, on sait bien gérer l'urgence. En matière civile, il y a ce qu'on appelle la procédure de référé, qui est mise en place. Vous pouvez immédiatement, alors ça dépend beaucoup des moments et des tribunaux, mais un référé, ça peut être un référé de l'AE, une affaire de presse, de diffamation, dans une campagne électorale, campagne présidentielle, une affaire de diffamation, de traque, la veille du scrutin, le jour où vous aurez au tribunal de Paris, la décision dans la matinée et l'appel dans l'après-midi. Voilà, donc c'est traiter l'urgence pour les affaires. Ça devrait être la même chose, ça l'est pour un référé, ce qu'on appelle, vous avez un gros problème dans votre. J'ai pris une maison d'habitation dans votre maison, vous avez besoin d'une expertise rapidement, ce qu'on appelle un référé expertise. Vous allez au tribunal, il y a une audience rapide, il y a une liste d'experts, on doit pouvoir vous désigner un expert qui vient tout de suite constater un dommage en train de se poser. Et un immeuble qui menace de s'effondrer, pas de problème, l'expert va tout de suite venir, la liste, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc vous avez en matière de justice civile, ça marche. On parlait de justice pénale. Vous avez ce qu'on appelle le traitement en temps réel, ce qui est autrefois l'équivalent des vies. Cette personne qui était en train, tout à l'heure, vous avez parlé, ces violences qui ont été commises sur un policier ou qui est là, vous avez tous les jours des audiences, dont le week-end, des juges et greffiers qui étaient procureurs au travail le week-end, voilà. Comme les policiers, comme les médecins, le droit au service, tout le temps. Voilà. Et on dégrade. C'est ce que c'est l'urgence. Voilà. Donc, il y a les tours de permanence, etc. Voilà. Les juges, les greffiers, les policiers travaillent. Donc, ça, on peut le traiter et vous avez les audiences. Après, mais c'est pour des petites affaires. Et puis, la justice s'adapte
marqué. Et heureusement que depuis maintenant 30 ans, il y a le problème de l'attribution du domicile conjugal à la personne qui est victime de violence, la femme dans 95% des cas. Sinon, avant, dans les années 80, la femme allait dans un foyer d'urgence, elle est accueillie, la personne reste avec les enfants. Donc ça, l'attribution du domicile conjugal, il faut que ce soit immédiat. Et la personne interdite de domicile, de comparaître avec une protection du juge. Maintenant, le bracelet chronique, le suivi, etc. Il y a tout ça, les contrats d'objet, etc. Il y a tout un tas de mesures qui sont prises en urgence. Et si je prends une affaire ordinaire de divorce, vous avez besoin d'une tentative de conciliation, si les gens ne font pas de divorce par consentement mutuel. Donc là, et ensuite, il y a un délai après pour fixer l'audience au fond, qui peut être très long. Et l'audience de conciliation. Moi, je pense, et dans beaucoup de pays européens, c'est comme ça, que tous les tribunaux devraient afficher leurs principaux délais. C'est-à-dire, parce qu'ils le savent, l'audience de comparution, s'il y a un divorce ou l'audience de tentative de conciliation, c'est dans un mois, c'est dans 3 semaines. En disant, tous les tribunaux devraient afficher, c'est ce que font beaucoup de tribunaux à l'étranger. En tout cas, les délais moyens. On regardait, là, les délais moyens. Il y a une diapositive, monsieur, dans la première PowerPoint sur les délais moyens par niveau système sur les statistiques. Voilà. C'est la diapo 5. Voilà. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Parce que la notion de délai moyen n'a pas de sens. Voilà, parce qu'on parle de délai moyen dans la justice. Non, parce qu'il y a des petites affaires simples. Cette affaire immobilière dont j'ai parlé, et à côté, si vous avez juste un recouvrement de créance, évidemment, ça va être une affaire qui va juger très rapidement devant le juge, qui est autrefois juge d'instance. Vous voyez, donc il y a des délais extrêmement différents, et il y a des délais dans la procédure. Pour la mise en urgence, et pour avoir le jugement au fond. Et actuellement, c'est pour avoir le jugement au fond, c'est tout à fait long. Il y a deux phénomènes qui ont aggravé les difficultés de la justice et tous les retards. C'est en 2021 une longue grève des avocats et le Covid-19, dans lesquels considérablement les juges étaient disponibles parce que les greffiers n'avaient pas accès à leur logiciel de traitement, puisque les juges avaient des ordinateurs portables et pas les greffiers. Donc il fallait qu'ils viennent au tribunal pour le faire, plus les conclusions d'avocats, plus les audiences qu'ils n'avaient pas vues, on gérait l'urgence. Il y a eu un retard en plus de la grève des avocats qui est là. Donc maintenant on revient en 2023 au budget 2023, statistique 2019. Et les délais sont très très longs, et surtout au niveau des cours d'appel, il y a vraiment des problèmes énormes. Et le problème c'est, on raisonne en termes de délai, mais depuis toujours, depuis 2 siècles, on dit la justice est lente, coûteuse et incompréhensible. Ça dépend des affaires. Ça dépend des affaires. Les affaires complexes, oui. Les affaires compliquées, oui. Il y a aussi ceux qui ont intérêt, j'ai parlé tout à l'heure, de faire de l'affaire, de faire une expertise, de faire plein de recours, etc., qui vont faire de l'affaire. Vous avez les moyens de faire de l'affaire. Donc, la longueur, ça arrange certaines personnes. De ne pas condamner immédiatement, de gagner du temps. Et plus je fais de recours, plus j'ai eu de chances de trouver une cause d'annulation de la procédure. Alors, au pénal, c'est vraiment toutes les affaires politico-financières, c'est comme ça. Le travail du juge est absolument énorme. Donc ça, la lenteur de la justice, oui, il y a beaucoup à dire en la matière. On est plutôt... on est moyen. Le problème, c'est de garder la qualité. Pardonnez-moi, mais il faut parler en flux, en stock. Je peux vous faire la démonstration aussi, mais le problème, en gros, c'est le stock d'affaires. Vous avez un
prime avec les plaques d'immatriculation, que tous les chauffards gris du feu rouge, automatiquement, ils aient une poursuite automatique et ils feront un recours s'ils le veulent. Devant un juge, le droit d'avoir toujours un recours. Mais en tout cas, toutes ces affaires-là, l'électronique, l'intelligence artificielle, nous aide. Je crois volontairement. Comment un juge qui veut de l'intelligence artificielle, oui, pour des affaires où les moyens technologiques peuvent nous aider. Pourquoi? Parce que ça permet d'évacuer un tas d'affaires simples où on a des preuves aujourd'hui qui peuvent être appliquées pour consacrer plus de temps aux affaires qui nuisent. Et je vous prends un exemple concret qu'on avait discuté qui me revient. Je vais donner un nom, mais vous n'avez pas de problème. L'affaire Bertrand Cantat, vous vous souvenez, avec Marie Trintignant. Je me souviens plus si c'est en Lettonie ou en Lettonie. Lettonie, c'est un regard, c'était en Lettonie, c'était allez, je vais me tromper. À Vilnius, voilà. Ce sont des violences conjugales. Voilà. Et elle meurt sous les coups de ce type qui avait vu, qui avait l'habitude de la frapper. Donc, voilà. Eh bien, ça aurait été jugé en France, avec les expertises, le temps, etc., une cour d'assises, à mon avis, on fait pour 2 ans et demi, 3 ans, et recours d'avocat, la procédure. Est-ce qu'il aurait contravenu ou pas? J'en sais rien, parce que le problème, c'est ça, plus la perdure, et au bout d'un certain temps, il y a un délai sur les détentions provisoires, 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être pas un délai de 2 ans, 3 ans de détention provisoire, c'est beaucoup, donc la personne n'a pas arrêté. Eh bien, s'il avait été jugé là, 2 ans en France, 2 ans et demi, 3 ans, pour une plainte, pour la qualité de 10 ans, voilà. Eh bien, en fait, non. Ils ont un système où il n'y a pas de juge d'instruction, c'est le parquet qui fait enquête, débat, un peu comme en Angleterre, et après, la personne est jugée par un débat contradictoire, il a été jugé au bout de 6 mois. Et il a été condamné, je ne me souviens plus, est-ce que c'est 7 ans à peu près. Et bien, je trouve que c'est la bonne justice. Il est jugé dans les 6 mois, on a eu le temps d'avoir les éléments de débat, les expertises qui étaient nécessaires, les parties civiles, appliquons, c'est pour ça que je ne suis pas, pour toute affaire criminelle, le juge d'instruction est obligatoire, j'ai été juge d'instruction, donc je l'ai fait en institution, c'est important, les affaires, il n'y aurait pas eu de financière s'il n'y avait pas eu en Corbeil et les juges d'instruction. Voilà. Mais pour ce type d'affaires, si le parquet est vraiment impartial, une raison de ne pas poursuivre des expertises, d'avoir les enquêtes policières, les avocats font près leurs éléments, c'est jugé dans les 6 mois, et c'est une bonne décision. La personne à la condamnation, d'ailleurs, elle est acceptée, elle n'a pas fait. Après, il va plus purger sa peine en France par les accords européens qui sont là. Donc, vous voyez, je termine par ça. Je pense qu'il y a des questions d'amélioration de la justice à condition, 1, d'avoir des vrais problèmes, qu'on ait ce débat en posant les arguments, et puis je pense qu'il faut des gens qui extérieurs à la justice, qui viennent réfléchir, des économistes, des universitaires, des citoyens qui savent ce que c'est pour l'organisation du travail, la gestion des ressources humaines, et qui trouvent des solutions comme font d'autres pays. Les exemples étrangers me semblent utiles aussi pour le débat français, parce que les Français, souvent, sont des non-réalistes. On voit en français comme ça. Mais attendez, il y a plein d'autres. On peut s'enrichir aussi des expériences étrangères. On a la copine, il d'autres, mais on peut s'enrichir. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est ce que disaient les Anglais pour la cohérence. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Et on a, par cette approche assez pragmatique, des contributions qui me semblent vraiment très très intéressantes. Bon, on va prendre ça avec nous. Une discussion libre et après, voir comment on peut améliorer le système. Merci beaucoup. On s'arrête là. Là, ici, on a bien compris qu'il fallait se méfier des idées reçues, que les choses étaient loin d'être aussi simples. Il y a la justice dans son principe en total, et puis il y a des justices qui effectivement vont fonctionner différemment, etc. L'idée, c'est de vous laisser la parole. Jean-Paul Jean a énormément d'expertise, comme vous avez pu le constater. Il y a tout un tas de choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder et peut-être que vos questions seront l'occasion. Et puis, nos avocats ici présents dans la salle sont
préconisez enfin, vous faites des propositions pour faire évoluer la justice française. Est-ce que vous êtes suivi dans ce souhait d'avoir une justice plus rapide, plus automatique dans certains cas? Et est-ce que par ailleurs la justice française réfléchit aussi à d'autres solutions d'autres solutions de jugement à part la prison ou le bagne, ou est-ce que c'est juste votre réflexion à vous? Est-ce que vous êtes suivi? Et est-ce que par ailleurs, il y a des compétences par derrière dans la justice? Parce que souvent j'ai l'impression que dans la justice, les juges aiment beaucoup la procédure. Est-ce qu'ils aiment aussi prendre des décisions? Si on ne sait pas prendre de décision, il faut faire un autre métier, je vous assure. Que juger, parce que justement juger, c'est ce qu'on dit, savoir écouter, savoir décider. Voilà. Et à un moment donné, il faut prendre une décision, je vous assure. La première fois que vous avez été quelqu'un en prison, par exemple, c'est pas évident. En plus, l'affaire est. Voilà, on va voir, hein, on peut en parler, mais les juges, ils ont aussi des sentiments, ce sont des hommes et des femmes, hein, des femmes de plus en plus. Et on a des oppressions, moi, il faut faire très attention. Et heureusement, l'enseignement est arrivé au principe d'humanité. Donc c'est bien ça. Alors effectivement, il y a beaucoup de réflexions. Le nombre de rapports sur la justice, vous pouvez pas imaginer. Quand j'étais à l'inspection générale, on avait fait un rapport pour M. Ménuri, garde des Sceaux, un rapport sur les rapports. Vous avez demandé de faire une synthèse de tous les rapports qui avaient été faits depuis 20 ans. Ça, pour moi, ça m'a passionné de faire ça. Et là, vous avez M. Dupond-Moretti a fait les états généraux de la justice, là, M. le président Macron qui était à tout Futuroscope, pour présenter et lancer ce qu'on appelle les états généraux de la justice, donc qui est présidé par Jean-Marc Sauvé, qui a présidé vice-président du Conseil d'État, qui a fait une enquête sur et qui a lancé sur le préjudice. Vous voyez, il a travaillé cette œuvre avec beaucoup de résultats. Et je suis entendu, bien sûr, sur ça. C'est une approche que c'est compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut un vrai responsable, il faut vraiment un ministre, des gens qui portent ces réformes. Sur les lois de présomption d'innocence, je peux vous dire que vous, c'est une personne qui voulait quelque chose. Ça allait au fond, donc Mayori a été un très bon ministre gestionnaire. Là, ce que je trouve, c'est la repose sur les moyens de justice. Ça fait 15 ans que je montrais dans le rapport de la CPL. On peut prendre la première, voilà, ça montrerait. Montrer que le budget de la justice, ça fait depuis les premiers rapports que j'ai fait 2003-2006. Non, je ne veux pas celui-là et l'autre, celui-là. Non, la troisième, c'était. Voilà, tout à fait au début, ça a remonté. Voilà, voilà, une centaine, d'accord. Voilà. Oui, vous descendez. Voilà. Vous descendez voilà. Vous allez voir l'Europe. Voilà. J'ai fait le premier rapport qui montre les moyens de la justice comparés avec des pays comparables en Europe. Il faut aussi se comparer avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, etc. Il a montré, c'est l'article du Monde juste après, déjà dès 2010, qu'on avait moitié moins d'argent sur les tribunaux, pas les prisons, que l'Allemagne. Et vous pouvez voir comment ça fonctionnait. Vous avez moitié moins de dossiers à l'audience pénale. Vous avez le double de juges, etc. Après leur reconstruction, les Allemands ont énormément investi dans leur justice. Les Néerlandais aussi. Les Italiens, les Espagnols, on est à peu près pareil. On peut se comparer par rapport aux autres. Où est-ce qu'on met de l'argent? Les solutions aussi, avec les comparaisons européennes qu'on peut voir, c'est le budget par habitant. C'est très simple. On met sur l'aide juridictionnelle les tribunaux et le ministère public. Voilà, c'est l'argent pour que la justice fonctionne. Voilà, c'est tout ça. Donc ça, c'était. Et c'est repris tout le temps. C'était le gros argument des gardes des Sceaux pour négocier le budget. Et maintenant, le budget passe heureusement à 10 milliards. Ça, c'est le sujet. Après, il y a un grand sujet, je pense, sur lequel on a beaucoup progressé ces dernières années,
c'est parler de solutions, les modes alternatifs de résolution des litiges. C'est-à-dire des alternatives en matière civile, la médiation civile. Et maintenant, c'est comme dans les contrats d'assurance, vous avez vu dans le contrat, il y a une tentative de médiation obligatoire. Quand vous avez, moi je suis partisan de tout le monde. Le problème, c'est que les avocats doivent s'emparer de la médiation. Ils n'étaient pas, attention, ils sont rémunérés pour ça. Or, les avocats et les gens, je dis volontairement, même en présence des avocats qui sont là, on pense trop contentieux. Je vais faire un procès. Et les gens aussi, toujours, je fais un procès. Il y a beaucoup de fois, franchement, vous avez un tas de petits problèmes, voisinage, d'eau, etc. Mais pas seulement de tout droit de la consommation. Vous avez intérêt à faire des recours avec les médiateurs de la consommation. Tous les contrats que vous faites avec vos téléphones portables, vous pensez que ça va se passer devant un tribunal? Non, les escroqueries sur Internet. Il faut que ça soit. Il faut trouver des solutions. Vous avez aujourd'hui un développement considérable du droit des contrats par Internet. On pense que la solution va passer par un jugement qui va passer 3 ans après, 2 ans après. On marche à la tête. Donc il faut trouver des solutions alternatives. Donc, à la fois sur la résolution, même par Internet de certains contentieux, mais surtout par la négociation, la conciliation, etc. J'ai pris cet exemple tout à l'heure de la maison, de la malfaçon, etc., où il faut arriver à négocier, mais le problème, il faut que les gens négocient à égalité. Donc, c'est le droit d'avoir un avocat pour vous aider. Et si les avocats juges, on a fait en 98 justement l'indemnisation d'avocats. À ce niveau-là, de l'aide juridictionnelle. Très peu se sont emparés de cette réforme. Très peu. Parce qu'il y a une culture du contentieux. On est un vrai avocat que si on fait un procès, on gagne des assises, etc. Non. Le métier d'avocat, c'est d'aider les gens dans n'importe quel contentieux, d'être un bon conseil. Il y a beaucoup d'avocats qui ont le plus d'argent, sont des avocats conseils. Ils conseillent les entreprises. Et je peux vous dire qu'ils font de l'arbitrage, des accords, etc. Mais je pense que pour les citoyens, c'est ça. Mais il faut qu'on réapprenne aussi à discuter entre nous, entre citoyens. Et ça, c'est un vrai problème dont je crois beaucoup à l'ancien juge de paix, la justice de proximité, comme la police de proximité. Il y a plein de solutions comme ça. Donc, dans les exemples, je pense que les modes alternatifs de résolution des litiges, où il y avait aussi des alternatives au pénal, pour les mineurs. Vraiment, j'essaie concrètement d'État. Qu'est-ce qui marche bien pour un mineur qui va, après la soirée de football, les mineurs vont aller casser X panneaux en ville, etc. Après avoir bu un certain nombre de bières, des mineurs ou des majeurs. Qu'est-ce qui marche bien pour ça? La médiation-réparation et le travail d'intérêt général. C'est-à-dire, vous avez détruit un bien de la collectivité, il faut réparer quelque chose dans la collectivité. Mais tout ça, il faut l'organiser parce que quand on a monté le travail d'intérêt général, si les gens sont arrangés sous la responsabilité de la mairie, donc il faut une assurance, il faut le truc. Eh oui, on est en France. Donc, j'assure que toutes les mesures alternatives, parfois, peuvent être lourdes à monter, bureaucratiques, etc. Donc, comment simplifier aussi ce type de mesures? C'est vrai qu'autrefois, pour un mineur, c'était mieux quand on faisait ça en alternative, le mineur allait faire des excuses à la personne, écrire une lettre d'excuse, c'était beaucoup plus pédagogique qu'un mineur écrive une lettre d'excuse et se présenter à la personne parce qu'il avait cassé des téléphones chez son voisin, etc. Donc voilà, il y a tout un tas de solutions où je crois beaucoup à la justice des citoyens. C'est pour ça que j'ai accepté cette conférence aussi. Je crois beaucoup à ça. Donc ceci à la façon dont on vit ensemble dans une collectivité. Les Anglais ont ça, on parle de communauté. Merci. Bonjour. J'ai en fait 3 questions. Oh, une, parce qu'on n'y arrivera pas. Une seule. Une seule. Alors, je vais dire. Il me tient plus à cœur. Donc, c'est une affaire à la fois ancienne et qui a ressurgi cette semaine. Un témoin vient de sortir du néant relativement à l'affaire Robert Poulain. Qu'est-ce que vous en pensez, en sachant que ce brave homme s'est tenu pendant quelques dizaines d'années parce qu'il avait peur qu'on lui fasse son affaire? Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que je crois que... Ah, ça fait 2, hein. Je crois qu'il y avait un non-lieu qui avait été prononcé. C'est intéressant parce que ça, c'est entre les médias et la réalité. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a un nouveau
oui, la famille a toujours cru qu'il avait été assassiné, ce qui est possible. Je n'en sais rien. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a eu X enquêtes en matière d'instruction, ça s'est terminé par des recours à un lieu, la réaction, c'était jusqu'à la Cour de cassation, il y a tout le dossier, etc. Le dossier a été à plusieurs reprises réouvert déjà. Réouvert. Parce qu'on peut toujours réouvrir un dossier s'il y a un fait nouveau. On peut un fait nouveau avec la condamnation d'une personne, etc. Mais s'il n'y a pas prescription, si je commence à parler de la prescription, il y a pas de aussi, donc c'est pas un débat simple. Mais moi, ces témoins, c'est possible. Mais est-ce que ces témoins sont un livre? Est-ce qu'il y a un livre? Ah. Parce que quand un témoin sort un livre, généralement, ça veut dire qu'il y a un petit intérêt. Pourquoi il en parler? Pourquoi il sort un livre? Il y a un porteur de la profession du livre, c'est pas mieux. Et tous les médias vont reprendre l'affaire, etc. Je n'en sais rien. Voilà, la menace de personnes, c'est possible. C'est possible. Mais dans toutes les grandes affaires, vous avez quelqu'un qui revient au bout de certaines années, tel secret, et bien sûr, des journalistes, telle information, qui va plaire, on va revenir, si c'est un élément qui remet en cause, etc. Je n'en sais rien, cette personne va être entendue, on va revenir, on va regarder s'il y a un fait nouveau, si l'affaire est prescrite ou si elle n'est pas prescrite, après. Mais après, ça veut dire qu'il faut... mettons qu'une affaire soit ouverte, ça veut dire qu'il y a une nouvelle instruction, une nouvelle enquête, et qu'à partir de là, on va estimer qu'il y a des charges suffisantes contre une personne ou deux personnes, en espérant que vraiment cette personne, je n'en sais rien, qu'elle existe en France, et pour la rejuger, sur lesquelles elle va bénéficier de la présomption d'innocence devant une cour d'assises. Et que va vous dire, et là, je vais appeler l'avocat, voilà, je pense que pour obtenir un acquittement en cour d'assises. Donc c'est une vraie question. Une autre question que je n'ai pas abordée, parce que je sais qu'il y a toujours cette question sur la prescription et les délais. En tout cas, moi, je suis par définition très prudent. Alors, sur ces affaires qui, merveilleusement, on retrouve un témoin qui va enfin nous donner la vérité, je préfère le nom. Il y a la vérité sur l'assassinat de John Kennedy. Il y a eu X témoins, là aussi, qui reviennent, qui nous donnent. Il y a eu beaucoup de choses écrites. Voilà. Il y a beaucoup de questions. Il n'y a pas d'opinion, a priori. Monsieur Jean, il y a beaucoup de questions. J'ai fait une conférence qui suit. Oui, bonjour monsieur. On a évoqué la lenteur de la justice, mais aussi sa rapidité, comme pour l'affaire Fillon, vous avez cité. Y a-t-il une politisation de la justice et d'une manière générale, on parle du syndicat des magistratures, c'est plutôt à gauche que bon, c'est presque un truisme, avec aussi ces affaires de mur des comptes, je veux dire gros mots, mais c'est parce que c'était cité dans la presse. Quel est votre avis, s'il vous plaît? Alors, il faut dissocier deux choses. Le syndicalisme en tant que tel et le juge qui appartient à un syndicat. C'est reconnu par la Constitution, la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit des magistrats de se syndiquer, comme n'importe quelle profession. Ils ont des intérêts collectifs et heureusement, les syndicats des magistrats sont battus pour le budget de justice. Voilà, mais moi, c'est deux choses. Et donc, il n'y a pas de problème de principe en la matière, c'est le droit constitutionnel, le droit d'appartenir à un syndicat. Après, c'est lié avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'impartialité du juge. Après, individuellement, chaque juge, voilà, il n'y a pas à savoir s'il appartient ou pas à un syndicat. Les magistrats sont assez syndiqués, en fin de compte, c'est une profession comme les policiers qui vont faire des enquêtes. Vous avez posé la question sur le syndicalisme des policiers et leurs opinions politiques dans certaines affaires, puisque c'est eux qui vont déclencher les affaires. Donc ça, c'est une vraie question sur l'impartialité des enquêtes qu'on déclenche spontanément ou pas. Donc, le syndicat majoritaire, c'est l'Union syndicale des magistrats, qui est majoritaire, qui fait plus de la moitié, 55%. Le syndicat des magistrats, c'est à peu près entre 25 et 30%. Il y a un syndicat Force ouvrière qui fait, et il y avait un syndicat qui était lié à la droite, l'extrême droite, qui s'est créé juste au moment où Robert Badinter était garde des Sceaux, qui depuis quasiment personne. En tout cas, ils n'ont pas d'élus. Ils n'ont pas d'élus au Conseil supérieur de la magistrature, ils ont fait 2%
que ce juge a pris des positions publiques. Donc l'affaire des bureaux des comptes, je ne vais pas cacher là-dessus, c'était mis en exergue. Pourquoi? C'était dans les locaux privés du syndicat de la magistrature où il y avait tout un tas de personnalités qui étaient là, qui s'appelaient le bureau des comptes. Et ça m'y fait penser sur le débat qu'il y a eu il y a peu de temps dans les salles des permanences des hôpitaux, où il y avait tout un tas de choses plutôt à connotation sexuelle, mais aussi écrites par les médecins, les internes, etc., où ils avaient envie de dire des paroles, ce qu'ils disaient, etc. C'est pas l'esprit Caramin, mais c'est vraiment, il y a eu des femmes médecins qui se sont insurgées contre ça, ce qui se passait. Donc, c'est un local privé. C'est un local privé, ce bureau des comptes, c'était quelques personnes qui avaient fait ça en interne dans un local privé. Et il y a un journaliste qui est passé pour une rencontre syndicale dans une autre salle, pendant qu'il était là, a fait des photos, parce que c'était un endroit privé. C'est pour ça qu'il y a eu une décision de justice aussi en la matière, et c'est devenu l'affaire du bureau des comptes. Effectivement, moi je trouve ça désolant, je trouve ça un peu l'esprit nul, à la fois pour le syndicat de la magistrature, d'avoir ça, que quelques personnes comme ça. Vous avez quel âge? En gros, c'était ça, c'était un peu stupide. Mais est-ce que ça traduit l'opinion d'un juge quelconque appartenant au syndicat de la magistrature, qui est à La Rochelle, à Rochefort, à Saintes, à Poitou? Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça, pour moi, ça n'a rien à voir. Un juge doit être extrêmement prudent. Il doit respecter le principe d'impartialité. Et voilà. Alors, effectivement, vous avez des sensibilités, des gens qui sont plutôt, je dirais, comme la société française, mais je dirais peut-être plus conservateur. Ça, par définition, le corps de la magistrature est plutôt conservateur puisqu'on défend la loi. Donc voilà. Tant qu'il n'y a pas des engagements on ne mélange pas dans une décision de justice quelconque l'engagement syndical ou l'engagement syndical, il n'y a pas. Vous avez le problème, les juges ils votent comme tout le monde. Il n'y a pas eu de sondage sur le vote des juges. Sur le vote des policiers, des gendarmes aussi. Il y a eu des enquêtes. Oui, monsieur Jean, tout d'abord, un grand merci pour votre brillant exposé. Vous ne vous faites pas regretter de ne pas nous être promenés sur les bords de la Charente ou sur les bords du littoral charentais cet après-midi par cette belle après-midi ensoleillée. Nous sommes quelques-uns ici à exercer les fonctions de juge assesseur au tribunal pour enfants de La Rochelle, c'est-à-dire que nous avons prêté serment et nous avons été nommés par décret. Nous entrons donc dans le monde, non pas peut-être de la magistrature, mais en tout cas de l'exercice de la fonction des magistrats, par la petite porte, et nous sommes tous admiratifs du travail énorme et souvent très ingrat qu'accomplissent les 10 magistrats. Je fais part de tant davantage sur le manque de moyens, ce serait trop simple et chacun en a pris conscience ici. Néanmoins, nous faisons également le constat, et moi le premier d'ailleurs, que la justice ne fait plus peur. Les sanctions sont, en fin de compte, je parle là de la justice des mineurs en tant que souvent de fois trop peu appliquées, se confondent avec des peines alternatives, des sursis, des délais, des reports, etc., qui aboutissent trop souvent, lors de l'apparition de la majorité, à la nullité de certaines procédures qui ne sont pas ni aptis, les sanctions sont rarement effectuées, et qui plus est, parce que je siège également à la CIDI, les indemnisations des personnes victimes, la plupart du temps, ne sont honorées que par le Trésor. En bout de course, c'est-à-dire par les citoyens eux-mêmes. Donc en gros, cette justice-là ne fait plus peur. Alors évidemment, il ne s'agit pas de caricaturer. Nous sommes ici quelques-uns également à savoir que rien n'est jamais noir et rien n'est jamais bleu. Mais en gros, le fait que le législateur, dans le cadre de la réforme de la procédure pénale des mineurs, ait trouvé très intelligemment, à mon avis, que la présence de juges assesseurs, c'est-à-dire de personnes issues de la société civile, pour aider les magistrats de l'enfance qui trop souvent de fois jugeaient seuls, et donc prenaient sur leurs frêles épaules des décisions qui en effet pouvaient impacter durablement et gravement la vie future des jeunes qui passent en jugement pénal, et donc des futurs citoyens, des jeunes adultes. Oui. La question, c'est en partant de cet exemple-là, et j'y viens, en partant de cet exemple-là, quel serait à votre avis
les modalités les plus intéressantes pour impliquer davantage la société civile dans l'aide, non pas forcément aux sanctions, mais dans l'aide à la justice, c'est-à-dire davantage une justice de terrain. Quel serait votre avis là-dessus? Je vous remercie. Oui, je vous remercie beaucoup. Je ne savais pas qu'il y avait des juges et assesseurs. C'était une question. J'ai fait une allusion tout à l'heure sur les jurés, sur la partie de citoyen. Et je suis d'accord avec vous. Donc il y a deux sujets que je veux voir. La participation des citoyens à la pension du jugé. Également, le sujet le plus difficile, parce que vous voyez, les juges, la justice ne fait plus peur à certaines catégories. Et là-dessus, je suis assez d'accord. Assez d'accord. Mais j'ai dit aussi, que faire? Voilà. Pourquoi? Sur la justice des mineurs, donc pour ceux qui ne sont pas spécialistes, c'est un juge des enfants et deux personnes, souvent enseignants, éducateurs ou autres personnes qui sont anciens de la retraite, parce qu'ils sont choisis, il y a une expertise, etc. Il y a une enquête qui est faite pour que les gens viennent, et c'est des gens qui connaissent bien, qui s'engagent, et qui sont des humanistes généralement. L'histoire, c'est ça, qui s'intéressent au devenir des jeunes, des enseignants. Et ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai vu à la justice en Angleterre, au Royaume-Uni, où là, 90 à 90% de la justice pénale et civile est rendue par des citoyens, avec le juge, mais sans le juge. Alors, des gens qui sont sélectionnés, qui font une formation, qui sont engagés, et qui rendent la justice avec l'aide de ce qu'on appelle un clerk, un greffier, un juriste, qui les aide sur le sujet et qui vont rendre des décisions là où il n'y a pas de transaction, et il n'y a que pour les affaires plus importantes, où il y a un juge, quasiment même un juge unique, qui est là. Mais ça s'appelle les magistrate schools. Les magistrats, ce sont des juges non professionnels, mais formation, engagement sur plusieurs années. Ils ont aussi des comités dans les prisons. Il y a toujours un contrôle citoyen dans les prisons par des représentants qui sont là. Donc c'est une forme de justice qui associe beaucoup plus les citoyens. Personnellement, quand on regarde en France, on a les jurés, on a les assesseurs des tribunaux enfants, on a les conseillers de prud'homme, et on a en Alsace-Moselle aussi, on a les tribunaux de commerce et les assesseurs en France, en Alsace-Moselle, les assesseurs et les tribunaux de commerce. Donc on a quand même beaucoup de citoyens qui participent à la justice, contrairement à ce qu'on croit. Et je pense qu'il faut trouver, pour certains litiges, mais juger un divorce, oui, la formation, ça nécessite. Là, je peux vous dire que c'est pas simple. Il ne faut pas croire qu'on peut décider comme ça. Il y a des questions de droit, et puis, vous l'avez vu, c'est quoi le parcours des mineurs, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc ça, moi je suis personnellement pour l'ouverture plus grande, la participation des citoyens, mais soit on les tire au sort, c'est les jurés, et je dois dire que je faisais les décisions de cour d'appel de la Cour d'appel de Paris, quand vous êtes, vous voyez bien, quand je faisais les appels à Paris avec les jurés de Hugo, ou à Bobigny avec les jurés de Seine-Saint-Denis, mes réquisitions, j'étais avocat général à l'époque, c'était pas les mêmes au niveau du langage que j'utilisais ou des arguments. Vous voyez, c'est un peu différent. Donc, il faut une formation pour les gens ou une approche. En revanche, le deuxième sujet que vous donnez, et que vous avez posé, c'est la justice des mineurs ne fait plus peur. Pour moi, une question, il y a une partie de la justice qui me semble fait plus peur. La justice qui fait peur, il y a deux critères. Il y a le jugement sur lequel vous êtes concentré, mais il y en a deux autres. Un, c'est le taux d'élucidation, et deuxièmement, c'est l'exécution des faits. Donc, aux deux extrêmes. Et ça, c'est important, parce que quand on dit la justice, excusez-moi, 80% des affaires ne sont pas élucidées par la police ou la gendarmerie, c'est pas la justice qui classe les affaires. Vous avez 1 200 000 décisions pénales qui sont prononcées qui sont dans les affaires, gérées par le parquet, dont un peu plus de 600 000 jugées par les tribunaux correctionnels. Je donne à peu près des grands chiffres. Et vous avez plus de 5 millions de délits qui
sont avec un procès verbal. Entre 5 millions et 1 200 000, classement sans suite. Mais pourquoi? Parce que c'est des affaires qu'on appelle sous X. La police ou la gendarmerie n'a pas identifié l'auteur. Donc le premier modèle est là. Pour que la justice fasse peur, il faut d'abord que le délinquant soit arrêté, identifié et arrêté. Donc là, il y a des mesures. Là encore, je vais prendre un exemple néerlandais. Je vais aller voir dans une ville, comment ça marche. Prenons un exemple concret, le cambriolage. Quel est le taux d'élucidation des cambriolages en France? Et quand vous êtes cambriolé, est-ce que les policiers viennent en théorie? Est-ce qu'ils font un relevé d'empreinte? Est-ce qu'ils font un ADN? Est-ce qu'ils font une enquête? Ou est-ce qu'ils disent, passez au commissariat, je fais envoyer à notre assurance pour les voilà. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc le taux d'utilisation en France, il est entre 15% et 10% des affaires élucidées. Des affaires en matière de cambriolage. Je pense l'exemple volontaire. Comment ça se passe aux Pays-Bas? Aux Pays-Bas, vous avez une négociation entre le maire, le procureur et les services de police. Le parquet, le ministère de la Justice a un budget global pour des priorités. À Maastricht, je pense l'exemple concret, parce que pour moi, c'est ce qu'on devrait faire en France. Ils avaient défini 3 priorités. Ils trouvaient que les cambriolages n'étaient pas assez élucidés, c'était un vrai fléau. Les gens rentraient dans les maisons, les toxicomanes qui rentraient, etc. Les autres piquaient largement l'ordinateur, tout ce qu'ils pouvaient revendre rapidement, etc. Deuxièmement, les violences sur les femmes. Et le troisième, les infractions routières sous alcool, qui étaient là. C'est pour ça que je suis un obsédé des infractions routières, qui me semble un fléau. Donc ils ont dit quoi? Et on va mettre le budget global et les moyens de la police là-dessus. Et par exemple, je prends l'exemple, je pourrais prendre pour les violences quand je dis l'autre, pour le cambriolage, on va dire on va mettre un budget et on va mettre des moyens d'enquête. Et pour chaque cambriolage, on prend l'engagement qu'il y aura toujours un enquêteur qui va se déplacer et qu'on fera au minimum 2 relevés ADN, parce qu'on sait qu'on est coûte à relever l'ADN. Et une enquête de voisinage. Et le taux d'élucidation des cambriolages est monté, mais il est passé à un taux beaucoup plus important. L'engagement du parquet, c'était de poursuivre toutes ces demandes correctionnelles et de requérir des peines à un certain niveau sur notamment les récidivistes de cambriolage, parce que l'ADN permettait évidemment aussi de punir les récidivistes. On s'est aperçu que l'efficacité du système, parce qu'on concentrait les moyens, on avait une vraie politique pénale. Donc le problème, c'est d'avoir une vraie politique. Vous parlez des mineurs. Il y a eu des enquêtes, notamment Sébastien Rochereau, qui ont montré sur Grenoble que, en fin de compte, les infractions qui étaient commises sur un territoire donné étaient commises 10%, comme étaient peut-être 50% des infractions. Donc le problème, c'est de cibler sur les vrais récidivistes. Il y a 2 cycles. Celui qui se fait prendre une fois ou 2 fois, qui ne pose pas de problème psychologique majeur, qui continue des études, qui n'est pas toxico, qui est pas... Bon, celui-là, un vrai avertissement va suffire. Vous savez très bien, vous devez en voir ceux-là, ne pose pas de problème. En plus, c'est ceux-là qui se font prendre. Ben oui, c'est ceux qui courent le moins vite souvent qui se font prendre. Ah oui. Tandis que le malin, celui qui récidive, qui a les techniques, il ne se fait pas prendre souvent celui-là. Et quand il se fait prendre, vous allez le voir, on en a plus d'une affaire ou 2, alors qu'il en a 15, et qu'on n'a pas pu faire. Et c'est celui-là sur lequel il fallait faire un vrai boulot. Et là, vous n'avez pas les moyens, le parquet de l'impôt, etc. Donc on sait pourquoi, si on a vraiment le temps, on a supprimé des brigades des mineurs. C'est aussi l'affectation des services de police. Il y a moins en moins de policiers sur les enquêtes en matière économique et financière, parce que c'est compliqué, ça prend du temps, mais il n'y a pas assez de cradés de bâton, comme on dit, il n'y a pas assez de mandat de dépôt. Donc, on fait de l'urgence, du flagrant délit, etc. Sur les enquêtes, etc., ça prend du temps. Donc, il faut travailler sur ces mineurs, les cibler, et là, prononcer des sanctions qui ont un sens. C'est vrai que vous avez raison, le bracelet électronique, c'est pas suffisant. Vous avez des mineurs sur la plage à Marseille qui non seulement montrent leur tatouage, mais montrent le bracelet électronique. C'est des caïds puisqu'ils sont sous bracelet électronique. Ils sont à la plage, on ne va pas le reprocher. Ils sont contrôlés par le service d'exécution des peines. Donc voilà, le problème c'est le taux d'élucidation ciblé sur les délinquants les plus importants, avoir les moyens.
dernière question, on regarde l'heure, a tourné très vite cet après-midi. Une dernière question. Je sais, m'entend? Oui. Alors, je vais faire rapide. Devant, on va dire, une population qui est de plus en plus, on va dire, grossissante, une population de personnes qui sont instables, que ce soit psychologiquement ou psychiatriquement, un peu des deux, où véritablement où il y a un sentiment d'injustice, et là c'est le mot qui est important, injustice très très important, très profond. Est-ce qu'on ne demande pas aujourd'hui justement à la justice, tout simplement, de régler des problèmes? Est-ce qu'il n'y a pas une dérive justement par rapport à ces populations sur des demandes qui ne concernent pas finalement la justice, parce qu'ils ont un sentiment d'injustice? Oui, mais on vient à la première question du début. C'est bien, ça peut faire l'entrée et la conclusion. C'est tous les problèmes qui se cumulent dans la société française, à un moment donné, se focalisent et vont aboutir à la justice. On va dire, que fait la justice? Que la justice réponde? Ben non, la justice, c'est le symptôme, c'est pas. Et à un moment donné, ça va révéler, parce que le conflit va arriver à son point de vue paroxystique dans un conflit en justice, évidemment. Et pour ceux qui font la psychanalyse, c'est ce qu'on appelle le transfert de faute, c'est-à-dire qu'on va transférer de la justice le problème qui n'a pas été résolu avant. Un couple qui divorce, qui pose des tas de problèmes, vont dire à un moment donné, ah mais c'est la justice qui dit non, ça fait 3 ans qu'ils n'arrêtent pas de faire des procédures, et puis c'est eux qui vont nous dire que la justice dysfonctionne parce que le délai, le truc, les avocats le savent très bien. Il y a un moment donné, c'est sur l'avocat, c'est l'avocat qui va se faire attaquer, on va changer d'avocat, j'ai eu un mauvais avocat parce que j'ai eu je vais en prendre un autre, etc. Donc le problème de la société contentieuse, c'est aussi ça. Donc plus on est en amont pour résoudre les problèmes, et mieux ça vaut. Et le deuxième problème, effectivement, c'est je trouve que la société française est de plus en plus indicative, parce qu'on ne sait pas poser les débats. Merci encore maintenant, en plus, il y a de blanc, le soleil au fond, vous avez vu le dur. Il faut qu'on pose des arguments, mais pour n'importe quelle question qui est posée à la société française, moi, il y a des émissions à la télé que j'aime bien, il y en a que je ne regarde plus. C'est là où il faut faire le buzz, la politique, le machin, etc. C'est plus des arguments. C'est en gros des vues sur Twitter, des mots de l'autre, etc. Mais on est dans quelle société? Donc, tout simplement, je pense qu'on a la justice qu'on mérite. Bien sûr, merci pour ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que les juges travaillent, dans les collègues qui sont encore en fonction. Je les vois, les jeunes, je leur parle, je leur fais la même conférence chaque année et l'autre, à l'ensemble de ceux qui vont sortir. Ils vont sortir, ils ont sorti 500 quand même, c'est formidable. Un grand à l'EDN, ils vont sortir 500, c'est bien les recrutements. Je leur dis, vous allez faire un métier difficile, exigeant, vous allez travailler, etc. Et effectivement, certains veulent plus travailler comme on travaillait autrefois nous. J'ai passé un peu de week-end et tout, c'est comme les médecins. Je dis, par exemple, je vais être spécialiste, les permanences de week-end, les médecins généralistes, parfois, les juges et les policiers font des permanences tous les week-ends. Dans les services publics, c'est ça. On nous a payé nos études, on a réussi un concours difficile, on nous a payé 3 ans d'études, des stages et tout, on doit au service public. Alors, si je peux terminer sur mon sujet, c'est le service public de la justice. Je crois énormément. Parce que, en gros, les gens qui n'ont pas le choix vont dans le service public de la justice. Les gens qui n'ont pas, vous avez de plus en plus d'entreprises qui vont sur l'arbitrage, les accords, etc. Ils ont la confidentialité, ils ont la tranquillité, et ils peuvent négocier ce qu'ils veulent. Donc, moi j'ai puis on va renoncer à certaines enquêtes. Les juges vont dire, est-ce que c'est la peine de les policiers? Est-ce qu'on va mettre X moyens sur cette délinquance économique et financière, alors qu'on n'a pas les moyens de traiter ce qui intéresse nos concitoyens, les violences, le dialogue, etc. Vous voyez les moyens qui sont voulus. Je trouve que la justice fonctionne pas si mal que ça aujourd'hui. Il y a une vraie politique en matière de violence conjugale, même si ce n'est pas suffisant. En tout cas, il y a les réponses. Il y a les réponses civiles, etc. Et elle a mis longtemps, en fait. Mais on ne va pas résoudre miraculeusement. Donc, moi, je trouve extrêmement bien que les citoyens se posent ces questions. Et que ces débats citoyens, il faut qu'ils se traduisent aussi, qu'il y ait plein de candidats pour devenir juge SSE.
pas. Pas pour dire que je vais faire le juge, je vais être utile à la société. Mais je pense que les gens qui font un engagement associatif, qui jouent aujourd'hui, qui font du tutorat auprès des jeunes, il y a plein de jeunes qui n'ont pas les moyens de réussir leurs études et d'encadrer. On va être le pays avec le plus de retraités éduqués. La chose qu'il faut faire, c'est aider le tutorat pour des jeunes. Pour des jeunes qui vont préparer des concours, réussir des études, etc. Il y a un engagement citoyen considérable à faire. Il n'y a pas que le tribunal pour enfants, il y a un moment, c'est des adultes référents qui manquent. Vous le savez très bien, c'est des adultes référents. Donc, je ne sais pas qui applaudit. Monsieur Jean. Je pense que nous avons le mot de la fin et on peut tous applaudir Monsieur Jean